Comme chaque semaine, je vous amène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, situé au cœur de Paris, le musée de la Libération raconte la Seconde Guerre mondiale, un voyage au cœur du devoir de mémoire. Le chef Pierre Marty nous fait découvrir son univers qui s'exprime pleinement dans les cuisines du Ducasse-sur-Seine, un bateau pas comme les autres. Chez Off-White, on ne craint pas d'être vu. Des mesures de tissu, extravagance de volume et référence à la culture street, décryptage de son ADN. Le geste du jour va vous donner des ailes, zoom sur le savoir-faire de plumassier de l'atelier Plumavera. En attendant de retrouver le chef Pierre Marty, tout de suite point de vue. S'ils sont probablement bio, les fruits et légumes d'Arcimboldo sont incontestablement beaux. Le portrait vertumné tiré de la série Les Saisons représente l'empereur germanique Rodolphe II et illustre tout le génie du peintre. Sourcils épis de blé, lèvres en fruits rouges et poires en guise de nez. Impossible de passer à côté du style reconnaissable entre mille de l'artiste qui peint avec une précision déconcertante une flore délicieuse. Ici, chaque détail est représenté, un portrait à croquer. À travers un panorama de 250 objets et meubles emblématiques, Agata Toromanov nous montre bien qu'il n'y a pas d'âge pour apprécier le design. Mobilier incontournable, jouets ultra épurés ou déco colorés, c'est dès le berceau qu'on biberonne les enfants aux intérieurs stylés. Des designers comme Javier Mariscal, Alessandro Mendini ou encore Marcel Wanders se mettent dans la peau des plus petits pour inventer des intérieurs ludiques et inspirants. Comme ça, plus d'excuses pour squatter le lit des parents. Le néerlandais Heykop fait le pont entre les jeux d'enfants et le design avec son étonnant lustre brique. Composé de dizaines de perles en bois recyclé, cette suspension aux allures d'araignée psychédélique supporte du bout de ses 8 bras de véritables bougies. Reprenant les codes du chandelier, il est déconstruit un à un pour nous présenter une version revisitée ultra graphique et joyeusement décomplexée. Irrégulier et anticonformiste, il a de quoi nous faire voir 36 chandelles. Le musée de la Libération de Paris expose le quotidien des Français pendant l'occupation allemande et les trajectoires de ceux qui ont permis d'y mettre fin. Visite poignante. La libération de la capitale de la France, c'est un événement qui va avoir une résonance majeure. C'est quelque chose dont on va parler partout, y compris jusque dans les camps de concentration. L'occupation allemande en France pendant la Seconde Guerre mondiale et l'histoire de ceux qui ont œuvré pour la libérer en août 1944 sont racontées dans le musée de la Libération de Paris, musée du général Leclerc, musée Jean Moulin. Situé au cœur de la capitale, il décrit le quotidien des Français et l'installation des administrations allemandes à Paris, où les soldats de la Wehrmacht viennent passer leur permission. C'est l'époque de l'antisémitisme d'État, des rafles, mais aussi des premiers tracts dissidents transmis de la main à la main et qui incarnent les balbutiements d'une résistance populaire qui restera minoritaire. Certains décident d'écrire. D'écrire pourquoi ? Parce qu'il s'agit de transmettre à d'autres le fait qu'on peut ne pas être d'accord avec ce qui se passe. Un de ces petits tracts s'intitule « Le nouvel alphabet ». Il nous dit quoi ? Il nous dit la nation ABC. Il est écrit à la main, c'est un petit rien du tout si vous voulez, mais on l'écrit, on le recopie, on le passe de main en main, on le passe de boîte aux lettres en boîte aux lettres. Et ce qui est très étonnant pour nous et qui signe en fait le fait qu'il y en a eu beaucoup, c'est que nous en avons 2 exemplaires dans nos collections. Progressivement, la résistance intérieure va s'organiser autour de l'ancien préfet Jean Moulin, l'une des 2 grandes figures présentées dans le musée. En 1941, il se rend à Londres pour rencontrer le général de Gaulle, qui va lui confier la mission de fédérer les forces intérieures. Il en revient avec une boîte d'allumettes très précieuse. Dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, il est parachuté en aveugle et sur lui, il emmène l'ordre de mission confié par le général de Gaulle dans une bâche que nous avons au musée. Et il emmène aussi une petite photographie de cet ordre de mission qu'il glisse dans une petite boîte d'allumettes, au cas où.
Ce document est vraiment important pour lui, ça le valide aux yeux des mouvements de résistance, et c'est pour ça qu'il a non seulement l'original, mais aussi une copie. En août 1944, plus de 2 mois après le débarquement, les organisations de la résistance lancent un ordre de mobilisation générale placardé dans Paris pour entamer un soulèvement contre les Allemands. Cette dynamique aidera De Gaulle à convaincre les Alliés que Paris est prêt à être libéré. C'est le commandant Roll qui orchestrera la guérilla. Il installe alors son poste de commandement dans un abri de défense passive en plein Paris, sous le nez des Allemands. C'est au-dessus de ce bunker conservé en l'état que se trouve aujourd'hui le musée. C'est depuis ce lieu qu'il va y avoir les informations qui vont arriver, transiter, être décryptées, ce qui est très important, sur ce qui se passe dans les rues de Paris. Mais ce n'est pas la résistance parisienne qui va réussir à envoyer les Allemands hors de Paris, à les bouter hors de Paris, pas du tout, hein. Ce sont en fait les armées alliées. Les Parisiens ont la surprise de voir le 24 août les premiers éléments qui arrivent dans Paris, qui sont effectivement des Français sous uniforme américain, mais aussi des Espagnols. Dans son célèbre discours de l'Hôtel de Ville, Charles de Gaulle ne salue pourtant que les Français. Paris, libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Les heures sombres de la guerre s'éloignent de la capitale française dans des élans de liesse tricolore et d'engouement patriotique. Cette robe bleu-blanc-rouge, cousue par une mère de famille, l'illustre bien. Elle l'a arborée lors du défilé des Champs-Élysées le 26 août 1944, montrant que la libération s'est faite par les armes, mais aussi par les symboles. Larguant les amarres pour rejoindre le chef Pierre Marty qui a embarqué sur le bateau de son homologue Alain Ducasse. Une vague de gourmandise en perspective. Je suis très attaché aux produits de la terre. Pour tout ce qui est partie création, moi j'ai besoin de voir le produit, de le regoûter. Et on essaie un peu tous les jours de créer un nouveau plat ou des nouvelles associations, voilà, tout en respectant la tradition française, mais voilà, il faut travailler, quoi. Du travail, le chef cuisinier Pierre Marty n'en manque pas. Fort de ses 2 étoiles obtenues au restaurant Ducasse de Macao, le poulain du chef français multi-étoilé a repris depuis 2020 Ducasse-sur-Seine, un restaurant péniche où la cuisine française par excellence est mise à l'honneur. La chose la plus importante pour Monsieur Ducasse, c'est le respect du produit et de ne pas le dénaturer. J'ai eu la chance de commencer directement en sortant de l'école avec Monsieur Ducasse, donc on va dire que c'est mes racines en fait. Quand je pense en fait aux recettes, on est déjà dans la philosophie. Après voilà, c'est à nous de nous adapter à cette philosophie-là. Et voilà, d'être au bon moment avec les bons produits. Après, pour nous, c'est le plus facile en fait. On n'a plus qu'à assembler les bons ingrédients que nous envoient nos producteurs. Justement, c'est en ce moment la saison des asperges et des morilles que le chef se fait livrer à quai. Tous les matins, on a nos petits arrivages qui arrivent, nos producteurs qui nous suivent depuis certains plus de 10 ans. Et en ce moment, on se fait une petite entrée avec des asperges qu'on cuit un peu au naturel. On les marie un peu avec les derniers agrumes, oranges. On fait une réduction d'une sauce maltaise dans la tradition française qu'on vient un peu réinterpréter. Voilà, on fait vraiment une garniture, on va dire printanière, avec tous ces beaux légumes qui nous arrivent un peu chaque matin. On va sur de la morille de grosse taille comme ça. Magnifique ça. Pour nous, voilà, encore plus en travaillant pour Alain Ducasse, c'est vraiment de respecter les saisonnalités. Le but, c'est d'avoir le meilleur produit au meilleur moment pour avoir le goût parfait dans l'assiette. La carte est ainsi renouvelée toutes les 6 semaines en fonction des arrivages pour un voyage des papilles à travers les régions de France qui vient ici sublimer un autre voyage, celui de Paris et de ses monuments le long de la Seine. C'est pas comme dans un restaurant classique où les gens vont venir vraiment pour le restaurant. Là, ils viennent
en premier lieu pour cette balade sur la Seine, découvrir quelque chose de différent. Et nous, on est là pour sublimer cette croisière, voilà, d'apporter en fait cette continuité à ce voyage sur la Seine. En fait. Et pendant que le paysage défile, ça s'active en cuisine. Derrière, on enchaîne les turbos. Hein. Tu commences à les laquer, Vivi. Hein. Tu les fais 5 par 5, d'accord? Et dès que tu es après 5, tu mets la salamandre, ok? Comme ça, il reste au chaud. Par rapport au nombre de couvercles que nous faisons chaque jour, en fait, nous avons besoin d'avoir cette brigade assez conséquente. Mais dans cette brigade, on a quand même quelques stagiaires, on a quand même des apprentis. Et ce qui est important pour nous, de transmettre notre savoir-faire en fait, au quotidien. Tu as une poche ici et ici. Tu as une poche d'air, ok? Ok? Hop, ok? Tu casses les deux. Et tu vois, ça te permet d'avoir l'œuf comme ça. T'as pas de marque, t'as rien. Une proximité avec ses équipes appréciée par la direction qui a elle-même formé, accompagné et suivi l'évolution du chef Pierre Marty tout au long de sa carrière. Pierre, c'est un chef passionné. C'est un chef qui a commencé avec nous il y a très longtemps. Il est passé par le Louis XV à Monaco, il est parti avec d'anciens chefs à nous, il est revenu, on l'a envoyé à Macao pour nous. Et forcément, tous ces voyages et ces rencontres culinaires, ça fait changer sa propre proposition culinaire. La proposition culinaire de Pierre est très diversifiée, même si elle reste française. Et c'est quelque chose qui est fluide, très technique, même si on n'en a pas l'impression au premier ouvert. De challenge en challenge, de restaurant en restaurant, le digne héritier de son mentor mène tout doucement sa barque dans l'univers de la haute gastronomie française. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, vous êtes né dans le Périgord et dans la famille, la cuisine s'écrit avec un grand C. Ça veut dire des grands tablés de famille, des produits frais. Racontez-nous un peu cette enfance. C'est une enfance vraiment remplie de bonheur et d'amour, en fait, où toute la famille, on adore se réunir autour d'une grande tablée et partager vraiment un moment. Voilà, ma grand-mère était cuisinière, ma maman est cuisinière aussi, donc je suis vraiment issu d'une famille, on va dire, où on aime manger, en fait. Est-ce qu'il y a un plat qui caractérise un peu ces jours en Périgord? Moi, je suis un amoureux des bons produits, mais voilà, le foie gras, j'en ai mangé toute ma vie. Et voilà, j'ai eu beaucoup de chance, voilà, comme on dit, d'être nourri au foie gras. Comme on dit, le foie gras, c'est pas grave. C'est ça. Et du coup, dans mes expériences, j'ai beaucoup travaillé dessus, jusqu'à en créer un plat qui était pour moi vraiment sublimer le foie gras. C'est un foie gras vapeur qu'on vient glacer avec un jus de canard infusé à la cerise. Et à côté, on fait un condiment cerise et basilic. Et pour moi... c'est un peu votre plat signature? Oui, c'est un peu mon plat signature. Et voilà, ça représente vraiment un peu mon terroir. Et tout en amenant à l'intérieur un peu les cultures dont les pays j'ai visités, quoi. Alors, vous avez voyagé beaucoup de Macao au Qatar. Vous exportez et vous valorisez la cuisine française. En quoi elle consiste pour vous? Pour moi, la cuisine française, on va dire que je suis un peu chauvin, mais pour moi, c'est la meilleure du monde. Même si... C'est dit. Non, en fait, c'est important. On a vraiment des produits, un respect que partout dans le monde, on n'a pas forcément. Après, ce qui est intéressant, c'est de s'imprégner un peu de la culture locale et d'en apporter dans notre cuisine, en fait. Ma base de cuisine, ce sera toujours une cuisine française. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'aime faire au quotidien, mais apporter le petit twist qui va faire la différence. Vous avez rencontré en 2008 Alain Ducasse, une rencontre décisive dans votre vie. Qu'est-ce qu'il vous a transmis? Il m'a transmis beaucoup de choses. D'abord, le dépassement de soi-même. En étant jeune, j'ai joué beaucoup au rugby, en fait, et j'ai retrouvé un peu cet esprit d'équipe dans ces cuisines, en fait, de solidarité, d'entraide, et de comprendre que chaque personne individuellement, en fait, elle est rien, et c'est vraiment une équipe. C'est toute une équipe qui permet de créer et de donner du plaisir aux gens. À Macao, vous avez obtenu, après 6 mois d'ouverture, 2 étoiles d'un coup, ce qui est vraiment un exploit. Ça a dû être une période assez intense, mais un challenge énorme en même temps.
C'était un challenge énorme et une chance que M. Ducasse m'ait permis de réaliser ce projet-là. Faire une ouverture d'hôtel exceptionnelle comme l'hôtel Morpheus qu'on a pu faire, c'était top. Et voilà, les patrons nous ont donné carte blanche. Vous avez 6 mois jusqu'au Michelin, c'est carte blanche, mais à la fin, il nous faut des résultats. Aujourd'hui, vous êtes revenu en France, vous travaillez sur un bateau et tous les 6 semaines, vous réinventez la carte. Comment se renouveler sans se répéter? Comment toujours être créatif, avoir des idées? Premièrement, voilà, au gré des saisons, on appelle les fournisseurs. Est-ce que tu penses que tu es capable de me faire ça pendant les 6 prochaines semaines ou tu penses que ça ne va pas marcher? Oui, non. Donc déjà, hop, comme ça nous coupe un peu nos idées parce que si on développe l'idée et qu'au fond, notre fournisseur il sera incapable de nous délivrer la bonne qualité pendant nos 6 prochaines semaines, vaut mieux partir sur un autre produit et se dire que pendant 6 semaines, on pourra créer quelque chose mais qui pourra perdurer. Et puis j'ai les équipes du quotidien qui sont avec moi, mon chef adjoint, mon sous-chef qui sont là aussi pour m'aider, pour me supporter, pour m'apporter des idées aussi. Des fois, moi j'ai des idées qu'ils savent que derrière ça ne va pas être réalisable au quotidien, ça va être trop compliqué pour les équipes. Donc ils sont souvent là pour me canaliser et me dire non, ça va trop loin, non, ça va être trop dur à envoyer, ça ne sera pas comme vous voulez au bon moment. Voilà. Notre but, c'est vraiment de faire en sorte qu'on délivre le meilleur de nous-mêmes dans l'assiette du premier au dernier client. Merci Pierre. Merci à vous. Hommage à l'univers de Virgil Abloh sur les catwalks de Off-White. Le caractère streetwear et oversize de la maison s'exprime plus que jamais en version XXL. Rares sont les noms à avoir généré de vrais tournants dans l'histoire de la mode et bousculé les codes au point de faire bouger toutes les lignes de l'industrie. Créateur, DJ, ingénieur et designer, Virgil Abloh est l'un d'entre eux. Avec sa marque Off-White, il n'a pas seulement construit des ponts entre le luxe et la mode de la rue, mais il s'est aussi assuré qu'il ne s'effondrerait pas derrière lui. Décédé en novembre 2021, le créateur américain laisse un héritage décisif pour la démocratisation du luxe, mais également pour la reconnaissance d'une mode plus populaire en tant que propos créatif légitime. Là où les plus grands noms de l'industrie s'étaient toujours adressés à une clientèle réduite et fortunée, il a rééquilibré la balance, rappelant que c'est la jeunesse et la rue qui détiennent les clés des tendances. En mélangeant le tailoring et le streetwear et en mettant sur les podiums les robes de bal au même niveau que les sweatshirts, il a offert aux générations digitales d'influence multiculturelle une place de choix à sa table. En 2018, Virgil Abloh prend la direction des collections hommes Louis Vuitton et devient le premier designer noir à la tête d'une maison de luxe. La collection s'appelle We Are the World, Nous sommes le monde, et présente des silhouettes d'où transpire l'influence du streetwear américain. Les mannequins marchent sur un podium arc-en-ciel, un symbole d'unité et d'ouverture. C'est le début d'une nouvelle ère, durant laquelle il collabore aussi bien avec Nike qu'avec Ikea ou Evian, s'invite dans les musées et dans les universités. Elle s'achève à l'automne 2022 avec une collection Off-White présentée de manière posthume. Retransmis en direct dans tout Paris, le défilé a des airs de best-of, une mode haut de gamme, cool et décontractée, un mélange de chic et de street, souligné par des mots entre guillemets dont il a fait sa signature, qui rappelle que le luxe n'est qu'un concept que l'on peut toujours faire évoluer. Le spectacle se poursuit sur l'entrée de la marque dans les sphères de la haute couture. La mariée marche sans talons, une joueuse de football défile, ou encore une skateuse en robe de bal et basket. Une paire de ciseaux géantes invite à tout redécouper pour mieux réinventer et passer le relais aux nouvelles générations. Une volonté qui prend vie quelques mois plus tard dans une exposition curetée par ses soins à la Fondation Louis Vuitton qui présente les travaux de jeunes artistes du monde entier.
Quant à son ultime défilé, il s'achève sur un jupon grandiose, bombé de peinture bleue. Le dernier message de Virgil Abloh à son public et à ses successeurs, il suffira toujours d'un graffiti pour imposer son nom sur les murs de l'histoire. Luminaires, meubles ou encore tableaux, Béatrice, designer plumassière, réalise de précieuses pièces en plumes naturelles d'oiseaux. Le jeu de lumière avec la plume, sa translucidité, a fait que j'ai voulu chercher et travailler un peu plus loin cette matière. Et c'est là que j'ai découvert tout un monde incroyable de couleurs, de formes, de textures. Béatrice Bost-Lemuel se consacre à la plumasserie, c'est-à-dire à l'art de travailler la plume naturelle d'oiseaux. Si ce métier est très largement dédié à l'univers de la haute couture et de la bijouterie, la Parisienne l'utilise quant à elle pour décorer des luminaires, du mobilier ou pour réaliser des tableaux. En 2015, elle a fondé son atelier Plumavera, dans lequel elle collabore avec des designers. J'ai toujours été intéressée par l'architecture d'intérieur. J'ai vraiment voulu travailler cette plume dans le volume, dans la 3D, dans un intérieur, apporter cette petite touche de poésie, de douceur et ce lien aussi avec la nature, parce que mine de rien, un peu de plume dans une maison, ça apporte un petit peu de référence à la nature. Avant de pouvoir rassembler ses créations, l'artiste doit d'abord préparer sa matière fournie par des éleveurs. Plumes de perruche turquoisine, de faisan argenté, de paon ou encore de pintade, elle les reçoit brutes et doit leur redonner leur vitalité. Tout commence par un bain de vapeur. Alors là, je vais défroisser des plumes de poule pour pouvoir ensuite les travailler. Parce que quand elles sont dans leur sac, elles sont tassées et elles perdent leur volume. Là, elles vont retrouver leur volume et leur brillance. Là, on a bien gagné en gonflant pour ces deux collerettes-là. Pour le besoin des créations, certaines plumes seront ensuite teintes à une température de 70 à 80 degrés pour que la couleur s'imprime sans abîmer la matière. Les plus belles pièces seront utilisées dans leur intégralité, comme pour ce futur luminaire. Ou alors, elles seront découpées pour n'en garder que la partie la plus dessinée. Donc là, je suis en train de préparer les plumes pour la marqueterie d'un plateau de table. Donc je suis en train de découper en chevrons les plumes de queue de coq naturelles. On essaie qu'elles aient à peu près toute la même taille, tous les chevrons. Donc j'utilise un réglet, tout simplement. Pour concevoir ses créations, Béatrice collabore avec d'autres artistes. Ici, une applique murale réalisée avec une céramiste qui joue sur la double translucidité de la porcelaine et de la plume. Et là, l'œuvre d'un plaquiste staffeur qui a fabriqué ces moulures pour que la plumassière les orne avec des frises colorées. Donc là, je suis plutôt en train de faire un décor avec des plumes naturelles de faisan de Colchide. L'idée, c'est vraiment de mêler donc les différentes textures des plumes. Il y a des plumes qui sont beaucoup plus effilées, d'autres qui vont être très iridescentes. Là, ce sont des petites plumes qui sont sur le cou du faisan. Des toutes petites. Je crée la bande au fur et à mesure. La plumasserie est vraiment un travail de minutie et de patience. L'artiste s'amuse aussi à déstructurer la matière, comme avec cette œuvre réalisée en 2019. Sur ce tableau, en fait, j'ai voulu vraiment utiliser l'intégralité d'une plume d'oie et quelques plumes de coq, puisque là, tout ce qui est cylindre, c'est la découpe de la tige principale qu'on appelle le rachis de la plume. Je l'ai également brûlé, donc brûlé avec une flamme, et brûlé également avec de la javel. Là, c'était vraiment travailler la matière à proprement parler, pas le côté effectivement beau, référence à l'oiseau, référence au côté dufteux tout doux de la plume.
Donc on a quelque chose de plus, peut-être un peu plus agressif parce que on a des pointes, c'est un peu brûlé, puis c'est dans les côtés un peu noirs. C'est présenter la plume d'une autre manière, vraiment l'apercevoir d'une autre manière. La plume offre ainsi une infinité de possibilités décoratives dont la créatrice n'a pas encore trouvé la limite. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!